Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h25. Le terrorisme serait-il le seul crime qui ne profite à personne ? C'est l'objet du livre. À qui profite le djihad aux éditions du Cerf avec Xavier Hofer qui est criminologue. Merci d'être avec nous. Bonjour. 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 C'est une longue enquête. Et puis en même temps, vous connaissez parfaitement ce dossier depuis des années et des années. Et donc vous êtes revenu même aux attentats des années 80 pour nous dire qui il y avait derrière. Pourquoi vous êtes intéressé à cette question ? À qui profite le djihad ? Pour une raison simple, c'est que quand vous regardez ce qui s'est passé depuis l'événement fondateur, c'est-à-dire le 11 septembre 2001. C'est un événement fondateur pour plusieurs raisons, notamment parce que c'était la première fois que les Américains étaient attaqués violemment et directement sur leur sol depuis Pearl Harbor. Ça n'arrive pas toutes les 5 minutes. Et puis deuxièmement, parce que la capacité qu'a l'Amérique, les États-Unis à répandre ces images font que ça a été... je me souviens de mes enfants en larmes devant la télé, maman regarde, etc. Donc c'était quelque chose qui a marqué le monde entier. Donc c'est l'événement séminal, l'événement fondateur. Et donc à ce moment-là, il s'est produit quelque chose d'inouï qui m'a fallu moi-même 10 ans pour constater et pour intégrer vraiment, alors que j'ai beaucoup traîné au Liban pendant la guerre civile, je connais les acteurs de Moyen-Orient dans tous ces domaines-là, c'est que à un moment donné, dans la conscience des dirigeants américains, européens, enfin occidentaux, la notion, la possibilité même du terrorisme d'État, c'est-à-dire de choses pilotées par des États, a disparu. Brutalement, tout ça a été volatilisé par les tours qui s'effondrent. Il y avait Bin Laden, il y avait Al-Qaïda, et le reste n'existait plus. Or, depuis lors, et constamment, et encore très récemment, le fait que des États puissent piloter, contrôler et manipuler des terroristes pour leur faire faire ce qu'ils veulent et régler leur compte à leur place, cette hypothèse-là, elle est présente. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous dites à travers votre enquête, c'est que ce ne sont pas des petits groupes comme ça, ici et là, qui sont complètement isolés. Et derrière, il y a une exploitation, Mais bien entendu, de ce que je vais vous dire là, je vous garantis que mes sources ne pourraient pas être meilleures. Bien entendu, il faut de la discrétion, mais elles sont vraiment au sommet de l'État. À un moment donné, quand en 2014, ce qu'on appelle l'État islamique déferle, conquiert le tiers de l'Irak et une partie de la Syrie, c'est le ministre de la Défense de l'époque qui me l'a dit, ce qu'on appelle l'État islamique possède plus de chars d'assaut et plus de blindés que l'armée française. L'armée française, c'est sans doute une des 5 premières du monde. Vous vous rendez compte que un groupe inconnu la veille qui contrôle... Enfin, je veux dire, un groupe terroriste, c'est 200 traîne-patins avec des kalachnikovs et des kéfiers, C'est pas une armée organisée capable de monter des offensives. Monter une offensive avec des blindés, ça ne s'improvise pas, vous comprenez ? Il faut régler les tirs d'artillerie par rapport à l'avance des blindés, autrement vous dézinguez vos propres... c'est donc très complexe à monter. Et tout montre en réalité que tout l'état-major de ce qu'on appelle l'État islamique est composé de colonels et de généraux de l'armée de Saddam Hussein. Donc ce ne sont pas des islamistes ? Bien entendu. Bien entendu, l'Irak de Saddam Hussein avait confié la formation de sa police secrète à des gens sérieux, l'Allemagne de l'Est à l'époque. Donc tout était fliqué, y compris naturellement et en priorité les généraux et les gens qui avaient des responsabilités importantes dans l'État. Les dossiers ont été retrouvés après la chute du régime de Saddam par les Américains, par les Français qui traînaient sur place. Vous avez des photos et les dossiers de tous les individus en cause. Vous voyez les photos, ils sont à côté avec maman qui a les cheveux complètement découverts et ils sont en train de trinquer avec une bière ou un verre de vin. Si ça c'est des islamistes, vous comprenez, moi je suis la reine d'Angleterre. Et certains n'ont pas de Coran à la maison ? Oui, bien sûr. Alors ça c'est extraordinaire. Il y a l'homme, un colonel du service de renseignement de Saddam Hussein, militaire, cet homme a rédigé ce que les experts officiels, les gens des services disent le code source de l'État islamique. Et puis, cet individu-là s'était replié dans une zone qui est toujours contrôlée par les islamistes à l'heure actuelle, tout près de la Turquie, au nord de la Syrie, la zone d'Idlib, qui est toujours à l'heure actuelle contrôlée par les terroristes. Il était réfugié là-dedans. À un moment donné, il y a des chicayas entre les groupes islamistes, il finit par se faire tuer, et un chef
d'un commando islamiste chargé de le ramener vivant. Bon, il se fait naturellement gravement disputer en disant « Crétin, on t'avait demandé de le ramener, etc. » Bon, ramène en moi en tout cas tout ce que tu as trouvé chez lui. Et le type est interrogé ultérieurement, il est capturé et interrogé. On lui demande, en dehors de l'interrogatoire normal, avez-vous repéré quelque chose qui vous a étonné en plus? C'est ce que disaient souvent les journalistes. Bon, en dehors de l'interview, j'ai oublié quelque chose, etc. Le type dit oui, il y a quelque chose qui m'a marqué. On a rapporté tout ce qu'il y avait chez le colonel en question tous les ordinateurs, les téléphones portables, les bouquins, etc. Et dans toute sa maison, il n'y avait pas un seul Coran. C'est un des fondateurs d'un truc qui s'appelle l'État islamique. Dans toutes les maisons, je peux vous témoigner, j'ai été 100 fois chez des gens au Moyen-Orient, partout, il y a un exemplaire du Coran sur la table du salon ou un truc comme ça fait partie des meubles, et là, il n'y en avait pas. Alors quand même, ça pose des questions, tout ça. Donc il y a des bizarreries dans tout ça. Oui, non mais absolument. Donc ce qui veut dire qu'il y a une exploitation en quelque sorte. Quoi, on sent l'opération mercenaire. Ouais. Mais attendez, l'État islamique, c'est pas les seuls. Vous savez qu'on parlait au début du 11 septembre, l'enquête dure depuis 20 ans. Et très récemment, vous avez un juge new-yorkais qui a obtenu de déclassifier des papiers qui étaient en possession, qui étaient une espèce de synthèse et d'éléments de résumé de tout ce qu'on savait sur le 11 septembre, vraiment classifié pour le président des États-Unis, pour la direction de la CIA. Et là, on se rend compte d'une chose. Mais préalablement, très brièvement, on ne peut pas concevoir une opération de commando, quelle qu'elle soit, ou alors celle du 11 septembre, sans qu'il y ait par derrière un réseau logistique, des gens qui vous approvisionnent, qui font les repérages, etc. C'est impossible. On n'a jamais retrouvé et arrêté personne du réseau logistique des opérations du 11 septembre. Jamais. Et là, quand on voit ces 28 pages déclassifiées très récemment, c'était en novembre dernier, on s'aperçoit que tout l'élément logistique de la pire opération anti-américaine menée depuis Pearl Harbor était recruté dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite. C'est un grand criminologue, il s'appelle Xavier Hofer, à qui profite le djihad aux éditions du CERF. Oui, alors vous avez fait une démonstration tout à l'heure pour nous emmener directement à l'Arabie Saoudite, parce que c'est vrai, on se dit, mais qui est, alors si ce ne sont pas ces petits groupes ou s'il y a des mercenaires, quels sont les États qui peuvent être derrière, quoi? Mais tout le monde dans la région joue à ça. Et vous savez, tout le monde a joué à ça. Dans les premières années où Oussama Bin Laden opérait avec Al-Qaïda, les liens de ce groupe terroriste avec le royaume d'Arabie Saoudite étaient tout sauf clairs. Après ça, vous avez des groupes qui sont des fanatiques islamistes sunnites, des djihadistes, des salafistes. Ces gens-là ont une haine et une détestation totale pour les chiites, qu'ils considèrent comme de faux musulmans et comme des sortes de chrétiens déguisés, infiltrés à l'intérieur de l'islam pour le trahir, quoi. Et donc, ces gens-là sont censés les haïr. On en retrouve qui sont circulant librement dans les rues à Téhéran. Voilà. Ce qui est assez étonnant. Oui, mais c'est pas étonnant quand on comprend quelle est la logique de fonctionnement. La guerre, c'est quelque chose de culturel. Il y a bien longtemps de ça, je faisais un cours à l'école de guerre, donc à l'école militaire, mais dans l'école militaire à l'école de guerre. Et là, je leur lisais un texte sur ce que c'est que la terreur dans la zone de la Méditerranée orientale, où il y a le Moyen-Orient, où il y a aussi la Turquie, où il y a vous avez toute la zone de la Méditerranée orientale. Et je leur lisais le texte, et le texte se terminait, le texte où il y avait le mot terreur de prononcer, où il y avait la guerre civile qui ravage toutes les villes, etc. Et ça se terminait par ces mots. Et c'est ainsi que de proche en proche, la guerre civile se répandit dans toute la Grèce. Et les autres levaient le doigt en disant « Monsieur, non, vous voulez parler du Liban ?» Je dis « Non, c'est dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, 2500 ans avant notre ère, aujourd'hui. » Donc c'est forme, la guerre c'est culturel, et la manière de faire la guerre dans ces pays-là, c'est la stratégie indirecte. Quelle que soit l'horreur qu'on éprouve pour un individu, on le prend, on le manipule, on le recrute, on l'envoie contre ses ennemis, et puis après ça, s'il le faut, on le tue ou on l'élimine. C'est pas grave, mais c'est à court terme. Deux ennemis peuvent faire une coalition juste dans cette optique. À un moment donné, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est comme ça que ça se passe. Et donc ça, pour être très concret, ça peut être l'Arabie Saoudite et l'Iran qui normalement sont plutôt opposés. La Turquie.
Oui. Et la Turquie aussi. Même à un moment donné, la Jordanie qui a joué à ça avec les frères musulmans. Tout le monde s'y met. Alors, ce qui est très injuste, enfin injuste, c'était un sale type, hein, mais le seul qui a éliminé, qui a chassé les terroristes de son pays, du groupe Abu Nidal, d'autres groupes terroristes palestiniens, quand il est arrivé au pouvoir en Irak, c'est Saddam Hussein. Saddam Hussein, voilà, c'est le seul. C'est-à-dire qu'il tenait en quelque sorte le pays à un certain équilibre là-bas, quoi. Voilà. Dans la région. Donc, il était pour... même s'il commettait des horreurs, bien sûr. Il était pour des formes de guerre plus classiques. On l'a vu quand il a déclenché la guerre contre l'Iran. Donc, il a massacré une partie de sa population kurde. Il s'est même servi de gaz de combat. C'est un horrible bonhomme. Hein. Mais au moins, sur le plan du terrorisme, les petits jeux comme ça, en douce, où on a une espèce de pitbull qu'on tient en laisse, et puis pitbull terroriste, et puis on le lâche, comme le faisait Kadhafi, comme le faisait le père de Bachar, Hafez el-Assad. Donc cette méthode-là, elle est classique. Et en l'occurrence, les Israéliens savent ça très bien. Ils connaissent tous les... Moi, j'ai parlé avec des gens là-bas aussi, donc je vois ce qu'ils connaissent. Et ils étaient désespérés parce qu'ils ne sont pas arrivés à faire comprendre ça aux Américains. Quand les Américains ont voulu envahir l'Irak, ils leur ont dit: vous êtes sûr, vous allez mettre les pieds dans le guêpier, etc. Oui, mais non, mais les pauvres, ils croyaient que c'était une histoire de blindés, que c'était 14-18 quand on envoyait. Voilà, mais pas du tout. Et donc, les Américains n'ont rien compris et ils ont semé une pagaille dans la région terrible dont tout le monde a profité pour tirer les marrons du feu. Alors, on capturait une Katiba, une unité militaire de l'État islamique. Vous savez, c'est pas stable. À un moment donné, vous avez différents groupes terroristes au Moyen-Orient. Et moi, j'ai le cas concret d'une Katiba, d'une unité militaire, c'est-à-dire 300 types avec des kalash, etc., gouvernés par un petit chef. Ils apprennent que du fait de défaites sur le terrain, le salaire de 400 $, par mois passe à $200. Immédiatement, ils passent dans le camp d'en face. Voilà, c'est comme, vous savez, les grandes compagnies du Moyen-Âge en Europe, c'était pareil. C'était des mercenaires aux plus offrants, etc. Juste, Xavier Hofer, est-ce que aujourd'hui vous dites que le gouvernement n'a pas vraiment la réalité du terrain de ce qui se passe au Moyen-Orient? Est-ce qu'on sait véritablement qui sont les ennemis de la France? Bien sûr, on le sait. Bien sûr. On le sait, mais c'est pas à ce niveau-là. La France, on peut pas, là, elle est trop loin dans les détails, mais possède des moyens techniques de savoir les choses au Moyen-Orient qui sont extraordinairement perfectionnés. Je vous dis de la manière la plus sérieuse du monde, des fois les Américains nous demandent. Tellement, voilà. Donc on sait très bien. Cette connaissance-là, elle est au niveau des techniciens, des gens des services, qu'ils soient militaires, civils, etc., des forces spéciales et tout. On n'a pas l'impression que cette science-là serve pleinement au sommet du pouvoir. Mais est-ce que c'est pas un peu édulcoré quand ça arrive là-haut ? Bien sûr, évidemment, mais comme toujours, vous savez, le pharaon, il faisait empaler ceux qui apportaient de mauvaises nouvelles. Maintenant, c'est moins dramatique, mais c'est quand même un peu ça. Donc, ce qui est rouge sang sur le terrain, ça arrive rose pâle au sommet. Ministre de la Défense et ministre maintenant des Affaires étrangères, M. Le Drian l'a bien compris, ça, et il agissait en conséquence. On aimerait que, peut-être parfois, cette science-là, cette connaissance, la percolation arrive jusqu'à l'Élysée. Voilà, jusqu'au sommet du pouvoir. Oui, absolument. Au 0826 300 300 des questions, c'est Abdelhak. Ah non, on a perdu. Il était avec nous il y a un instant et il voulait vous poser en fait une question sur l'ensemble en fait de ces pays que vous venez de citer, quoi. Donc avec un jeu trouble. Est-ce que on est capable et on doit pouvoir être ferme? On l'a vu avec la Turquie. On a dit bon, à un moment donné, il faut être ferme. Il faut que l'Europe, les Américains soient fermes. Sauf que ça ne marche pas forcément, quoi. C'est uniquement la fermeté, quoi. Si. Tout est dans le préventif. Je peux vous dire une chose, qu'à partir du moment où vous avez appris qu'une opération se prépare contre la France, opérations qui peuvent être très lourdes. Hein. Je vous rappelle que ce qui nous est arrivé au Bataclan, et puis ce qui est arrivé à Bruxelles, entre la fin 2015 et le début 2016, il y avait plus de 150 individus en cause, il y avait des planques, mais à travers toute l'Europe, depuis le fin fond de la Syrie jusqu'à Molenbeek, et puis après ça dans la région parisienne, vous aviez toute une logistique de voitures, de circulation, d'individus qui allaient en chercher d'autres, etc., pendant des mois. Et ça, c'est une opération très lourde. Alors, les criminologues qui font bien leur travail, j'essaye de le faire, vont sur le terrain.
j'ai vu des dizaines de petits loulous de banlieue, etc., comme Portrait craché des Abdeslam, des Kouachi, etc. Si ce sont des individus comme... Ils n'ont rien dans le crâne, vous savez, ils sont gentils, mais Oussama, il est trop cool, mais enfin, c'est pas des docteurs en physique nucléaire. Si ce sont des individus comme ça qui ont monté une opération lourde et longue et durable sur plus d'1 an, comme celle qui a abouti aux attentats de Bruxelles et de Paris, là aussi, je suis la reine d'Angleterre, c'est impossible, ils savent pas faire. Donc il y a des gens qui ont monté ça. Si vous arrivez à le détecter, et après ça, on savait faire ça dans le temps. Vous vous souvenez peut-être le général Philippe Rondeau, quand il était en charge de la Moyen-Orient, il passait un coup de téléphone à un de ses homologues dans un pays de la région qui joue à ce petit jeu-là, en disant « Salut, tu vas bien, les enfants, ça pousse, alors voilà, dis donc, au 12 de la rue Machin, au 3e étage, là, il y a des gens qui sont en train de préparer un truc pas sympa, il s'agit de monsieur truc machin, évitez parce qu'on le sait. » Et ça, quand on a une bonne connaissance préventive des choses, ça désamorce 90% des Oui, mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que tous ces pays et ces États, enfin pour certains, sont instables. Il y a eu beaucoup de changements, donc on a peut-être plus... Non. Il y a toujours, dans toutes les sciences humaines, il y a ce qu'on appelle les invariants. Les règles, elles ne changent pas. D'accord. Les gens de l'équipe de rugby, on a parlé tout à l'heure de rugby, ils changent. Les règles du rugby, elles évoluent, mais elles ne changent pas. Donc c'est ça, les règles, c'est les invariants. Et les règles du jeu de la guerre et de la stratégie indirecte, je suis ces affaires depuis plus de 40 ans, je ne les ai jamais vues changer. Donc ces règles-là sont immuables. Il suffit simplement qu'il y ait au sommet des gens qui aient l'autorité et la connaissance des phénomènes et des us et coutumes locales et qui passent un coup de téléphone en disant soyez sympa, mais nous faites pas ce coup-là, ça marche pas. Hein, voilà. Et donc ça sème la zizanie dans le camp d'en face, parce que comment nous ont-ils découvert, comment ils savent. Donc après ça, il y a des purges dans les services de renseignement parce qu'il y a eu des fuites. Et donc, cette méthode-là, elle est très forte. 0826 300 300 avec Abdelak qui est avec nous. Qu'on a retrouvé. Bonjour Abdelak. Bienvenue. Oui. Écoutez, j'ai trouvé super intéressant tout ce que j'ai entendu. En tout cas, je voulais juste revenir, si je peux au moins vous apporter ça. Voilà, je l'ai dit 100 000 fois. Là, il a parti toute la partie politique qui est totalement juste. Mais vous savez, monsieur, vous avez écrit un livre et c'est superbe. Vous savez que les Maghrébins, on sait 90% de ce que vous dites et en plus, c'est totalement juste. Mais nous, on fait que le subir. Alors, nous, je vais vous expliquer le musulman, comment il fonctionne, si j'ai 2 minutes. Oui, allez-y. Pas trop long, mais allez-y. Non, je suis né en 70, mes parents sont arrivés dans les années 65, comme la majorité des Maghrébins en France, pour travailler. Ils sont venus analphabètes. Nous, on est les premiers à avoir appris à lire et écrire, ceux qui sont nés en 70. Bon, nos parents, pour vous dire le niveau de culture de ma mère, elle nous racontait que le père d'Hassan II, Mohamed V, il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus de kérosène dans l'avion, et que le roi avait passé un mouchoir à travers le hublot, et que soudainement, ça avait mis le plein de carburant dans l'avion. Voilà le niveau culturel de maman. Ma mère, j'allais pas lui dire, t'es une neuneu, tu comprends rien, il y a des pressions et tout. L'évolution chez un musulman, c'est quand on s'attache à la religion, parce qu'ils n'ont que ça, et quand on suit la religion normalement. Et 99% des musulmans, c'est l'amour et le partage. Quand des personnes deviennent terroristes, c'est très souvent, à 100% du temps, c'est des gens qui ont complètement perdu le sens de la vie et où ils sont tombés sur des pourritures, des pourritures qui se disent religieux, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam ou le catholicisme ou autre, qui leur expliquent qu'ils peuvent se refaire une identité en devenant des grands défenseurs de l'islam. Mais eux, ils parlent de l'islam d'il y a 1500 ans. Vous voyez, ça n'existait presque pas. D'accord, mais c'est des gens qui veulent pratiquer l'islam d'il y a 1000 ans. D'où les problèmes entre les chiites, sunnites, etc., où il y a une interprétation de la religion qui est différente. Et ils se sentent, ces terroristes-là, se sentent plus propres et plus proches de Dieu en revenant à des choses totalement débiles, comme si on revenait aux croisades avec la religion catholique. Et c'est ça le problème. Et tout le reste, tout ce qui tire les dés, évidemment l'Arabie Saoudite, c'est un pays, les dirigeants, je les déteste, parce qu'ils font payer à nos parents, ces gens-là, entre 4 et... Parce que le summum pour nos parents, vous voyez, comme le sœur, quand vous avez le titre de sœur en Angleterre, ou quand vous devenez un notable en France, chez nos parents analphabètes, c'est d'aller à la Mecque. Et ça vaut entre 4 et 6 000 euros dans un pays où ils n'ont pas eu besoin d'intelligence pour gagner de l'argent, puisque le pétrole est dans le sol.
ils devraient le faire gratuit à tous les musulmans qui ont envie d'aller à la Mecque, de pouvoir y aller gratuitement. Ils ont largement de quoi payer les avions pendant 500 ans. Et ces gens-là, ils font tourner nos parents comme des bourriguettes. Et quand ils reviennent de ce voyage, ils deviennent le Hajj. Le Hajj, donc quelqu'un de respectable au niveau de la religion. Eh bien, les terroristes, ils se sentent encore plus forts et plus puissants et plus sains par rapport à la religion. Et eux, c'est ça qu'ils vous disent, moi je fais le djihad, je suis encore plus musulman que toi. Et en fait, ils chopent tous les psychopathes qui traînent partout, et c'est les dés de ces imbéciles qui financent, comme le Qatar le fait, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en tout cas, comme beaucoup de pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont que l'intérêt, les pays qataris, l'Arabie Saoudite et tout. Ils mènent leur peuple grâce à la religion. Sans la religion, ils sont morts et ils sont pendus de mer. Donc ils préfèrent... Voilà, c'est ça la réalité. Alors après, tous les dommages collatéraux, c'est évidemment que nous, on a toujours des petits tartampions, des tâches. Et nous, ils nous font honte, si vous voulez. 80%. Moi, je suis devenu athée tellement ça me dégoûte. Non mais Abdelhak, merci de votre témoignage qui est une démonstration et c'est vrai, ça se retrouve de toute manière, Xavier Hofer, dans votre livre, hein, sur cette exploitation, comme l'a décrit très très bien Abdelhak, quoi. Hein. Une chose préalablement, les criminologues ne sont pas des théologiens. À part naturellement dans le niveau de l'aspect personnel, je n'ai rien à dire sur 99% des musulmans. Ils pratiquent une religion, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas mon affaire. Je m'occupe des gens qui commettent des crimes. Pratiquer une religion en soi, c'est pas un crime. Il y a des règles précises en France, celle de la laïcité, sur ce qu'on a le droit de faire et quels sont les rapports entre les différentes religions et l'État. Je m'occupe d'une toute petite fraction des musulmans, et pas uniquement. Vous savez qu'un des pires groupes terroristes de l'histoire, les Tigres de l'Élam tamil, ils étaient hindouistes, ils n'étaient pas du tout musulmans. Donc il n'y a pas le monopole du terrorisme sur une religion, d'origine d'une religion, mais il y a effectivement des minorités, comme toujours. C'était pas une majorité des catholiques qui a été à la croisade, ni qui a fait l'inquisition. Il y avait des minorités, des ordres religieux précis, qui faisaient des actes que, a posteriori, on juge désastreux. Mais là où l'auditeur là qui vient de parler, Abdelhak, a raison, c'est de dire qu'il y a une exploitation de la religion et que depuis pratiquement maintenant 70 ans, l'Arabie Saoudite a deux moyens d'action à l'international et pas trois. Et elle y tient beaucoup, bien entendu, qui sont l'organisation de la conférence islamique et l'OPEP, c'est-à-dire l'organisation des pays producteurs de pétrole. Donc quand vous contrôlez ça, vous avez un poids international. Si vous contrôlez plus ça, vous êtes beaucoup de sable et beaucoup de chameaux dans le désert, quoi, avec une population et des problèmes immenses. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on va conclure. Allez-y. À l'heure actuelle, si l'Arabie Saoudite est en train de changer, elle change non pas par goût de la modernité, mais par impossibilité de faire autrement. Les femmes n'ont pas le droit de conduire des voitures. Chaque femme a un chauffeur, par conséquent. Vous avez la moitié de la population qui est suffisamment riche pour avoir des chauffeurs. Donc, vous êtes saoudien, vous avez 3 femmes, ça fait 3 chauffeurs par famille. Là-dessus, vous avez 2 filles, ça fait 5 chauffeurs par famille. À la fin, toute la population se transforme en chauffeur pour les dames. C'est impossible. C'est naturellement impossible. Voilà pourquoi l'évolution, elle ne se fait pas de gré, mais elle se fait de force dans ces pays. Ça, c'est une bonne illustration, une bonne conclusion. En tout cas, Xavier Hofer, à qui profite le djihad aux éditions du CERF. Merci d'être venu. On aurait pu encore continuer, évidemment, encore longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on y reviendra, bien sûr. Dans un instant... Emmanuel Razavi sera avec nous, directeur de la rédaction.